Docteur, vous nous entendez? Oui, moi j'arrive à vous entendre. Alors, vous êtes combien maintenant? 11 participants. Ils vont rejoindre petit à petit. D'accord, d'accord. Le temps que les autres... Mais est-ce que vous avez l'écran, vous avez la présentation? Oui. Vous n'arrivez pas à mettre le mode de plein écran? Parce qu'il y a toujours la barre qui est en dessous. Est-ce que c'est clair? C'est pas la peine de mettre le plein écran? C'est pas la peine. D'accord, très bien. Ok. Vous pouvez commencer. Là, vous êtes quand même que 10 ans. Généralement, on ne dépasse pas la vingtaine. D'accord, mais vous n'êtes que 10. Oui. Parce qu'on a des cours avant, c'est pour ça. D'accord. Il y avait un Zoom juste avant moi? Oui. D'accord. Okay. Ça un tout petit peu. On lancera. Oui. Alors, dites-moi, est-ce que... Une seconde, hein. Est-ce que vous avez fait l'observation? Enfin, pas observation, enfin, l'examen clinique, c'est le Dr. Schwen qui vous l'avait fait, en TD. TD, non, je ne suis pas concernée par le TD. Parce que chaque groupe... il a sa rotation, ok. Alors, le cours d'aujourd'hui, assuré par Dr. Haïd, en fait, déplacé, apparemment, il n'y avait personne au niveau de l'amphi. Est-ce que vous étiez au courant qu'il était maintenu à la faculté? Rhumatisme post-infectieux. Non, je pense que c'était polyarthrite rhumatoïde. Non, polyarthrite rhumatoïde, c'est demain. En fait, elle avait un programme, je ne sais pas quel cours, mais Dr. Haïd s'est déplacée à la faculté pour vous assurer le cours et il n'y avait personne. Donc, elle m'a dit, pourtant, elle vous a préparé même des polycopiés et tout. Bon, c'est dommage. C'est dommage. Je ne sais pas pourquoi vous n'avez pas... C'était en présentiel. Oui, je sais. L'examen, c'est comme ça. Mais il ne faut pas rater vos cours, d'accord? Il ne faut pas rater vos cours, c'est très important, surtout quand vous avez l'occasion de le faire en présentiel. Bon, là, vous êtes 20, on va commencer, d'accord? Oui. Alors, c'est seulement vous que vous avez la parole. Les autres, ils ont accès à la parole aussi. Hein? Les autres peuvent se manifester aussi. Donc, si vous avez des questions, je préfère que vous les posez durant le... Enfin, ça va être interactif, il n'y a pas de problème, d'accord? C'est pas trop barbant comme cours, d'accord? Docteur, avant de commencer, est-ce que le lien que vous m'avez envoyé est illimité? Oui, bien jusqu'à c'est la dernière fois, c'est ce qu'on avait fait, on n'a pas été limité par le temps. D'accord. On n'a pas été limité par le temps. Ok, bon. Sciatique, j'aimerais bien entendre les autres aussi parler, parce que si vous avez des questions, j'aimerais bien qu'il y ait une participation durant le cours. D'accord? Alors, pour la sciatique, donc c'est une pathologie qui est fréquente, c'est une pathologie qu'on rencontre souvent dans les polyarthrites, en rhumatologie, en rhumatologie. C'est quoi l'objectif de notre cours sciatique? C'est de savoir diagnostiquer déjà une sciatique, c'est quoi une radiculalgie, c'est de connaître la sémiologie, c'est-à-dire c'est quoi une douleur radiculaire, c'est quoi la topographie d'une sciatique L5, c'est quoi la topographie d'une sciatique S1. Il faut aussi savoir identifier les situations d'urgence et planifier leur prise en charge et connaître aussi l'attitude thérapeutique devant une sciatique. Alors, pour le plan de notre cours, donc on va définir d'abord c'est quoi la sciatique, on va parler du point de vue épidémiologique, on va parler de la physiopathologie de la sciatique, on va s'attarder sur l'examen clinique parce que le diagnostic est essentiellement clinique pour la sciatique. On va parler des examens complémentaires et leurs indications, de type d'évolution, des différentes formes cliniques, des diagnostics différentiels qu'il va falloir éliminer. Ensuite, on abordera le traitement.
D'abord, c'est quoi une sciatique? Il faut savoir que la sciatique est un symptôme. C'est une algie monoradiculaire, c'est-à-dire c'est une douleur monoradiculaire qui va intéresser le membre inférieur. On a deux trajets radiculaires. La douleur radiculaire peut intéresser le nerf, la douleur radiculaire qui intéresse le nerf sciatique se traduit par la souffrance d'une des racines, L5 ou S1. Donc, alors, dans la lombosciatique ou la sciatique, on a deux principaux tableaux. On a la sciatique commune, c'est la question qu'on va aborder aujourd'hui. C'est la sciatique qui est due à une hernie discale ou à une infection arthrosique. Ou on a aussi la sciatique symptomatique. La sciatique symptomatique, elle est due à des infections inflammatoires, enfin rhumatismales, infectieuses ou tumorales. La sciatique commune, c'est la sciatique la plus fréquente. Donc, on a plus des personnes qui ont des lombosciatiques qui sont dues à des hernies discales à une arthrose que de personnes qui souffrent de lombosciatique qui sont dues à des rhumatismes inflammatoires, comme le rhumatisme inflammatoire qui peut donner une lombosciatique. C'est quel rhumatisme? Quel est le rhumatisme inflammatoire qui peut nous donner une lombosciatique? Des propositions? Est-ce que vous avez fait spondylarthrite? Tout à fait. La spondylarthrite peut se manifester par une lombosciatique inflammatoire. Donc, aujourd'hui, on va surtout parler de la lombosciatique commune parce que c'est la pathologie la plus fréquente et on va parler de la symptomatique, en fait, de savoir au moins éliminer les causes de lombosciatique symptomatique ou secondaire. Sur le point épidémiologique, comme je vous ai dit, la lombosciatique commune, c'est la plus fréquente des lombosciatiques, c'est la cause la plus fréquente des lombosciatiques et elle est due souvent à une hernie discale. On a dit, elle peut être due, donc je rappelle, on revoit la planche, elle peut être due soit à une hernie discale, soit à une arthrose. Mais la cause hernie discale, c'est la plus fréquente. C'est une pathologie du sujet. Pardon? Excusez-moi, oui. Alors, c'était une question ou une remarque? Bon, c'est une pathologie du sujet jeune qui touche les sujets entre 30 et 50 ans avec une prédominance masculine. Bon, si on va voir pourquoi il y a une prédominance masculine, c'est dans certains cas dû à la pratique du sport, à certaines professions où les hommes sont plus amenés à porter des charges lourdes. Mais bon, n'empêche qu'on a toujours des femmes qui peuvent présenter des lombosciatiques. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est que c'est une pathologie qui est fréquente, qui est souvent due à une hernie discale. Elle touche le sujet jeune. Il y a une légère prédominance masculine. On fait d'abord un rappel anatomique. Les deux principales racines du nerf sciatique qu'on connaît, c'est la racine L5 et la racine S1. La racine L5, elle sort entre la quatrième et cinquième vertèbre lombaire, ici. La racine S1, elle sort entre la cinquième vertèbre lombaire et la première vertèbre sacrée. Donc, on a la L5 et la S1. Ces deux racines constituent le nerf sciatique. Ces racines, comme j'ai dit, ces troncs nerveux vont assurer l'innervation c'est ces deux trajets en fait radiculaires qui vont assurer l'innervation au niveau du membre inférieur. La L5, son trajet, c'est la fesse, la partie postéro-externe de la cuisse, antéro-externe de la jambe. Ensuite, on descend vers la malléole externe, sur le dos du pied et le gros orteil. Ça, c'est la L5. La S1, elle passe de la face postérieure de la cuisse, mollet, tendon d'Achille, rétromalléolaire externe, face plantaire du pied et le bord externe des orteils, en direction des derniers orteils. Donc, le trajet bleu, c'est la S1. Le trajet 5, c'est la L5. D'une manière générale, la L5, c'est la face postérieure, antéro-externe, face dorsale, pas face plantaire, la face dorsale du pied jusqu'au gros orteil.
Et la S1, c'est le trajet en bleu, la S1, le trajet il est plus postérieur. Ensuite, c'est la plante du pied, la face plantaire du pied, et elle se termine sur le bord externe en direction des orteils. Des questions? Je peux vous faire un agrandissement, alors pour voir plus le trajet des deux. Je ne sais pas si je peux le faire. En tout cas, vous pouvez faire un agrandissement. Je vais vous envoyer la présentation pour voir le trajet. On va voir aussi d'autres planches où le trajet est plus clair aussi. Des questions jusqu'à maintenant? Est-ce que vous avez des questions concernant le trajet radiculaire? Très bien. Maintenant, on va parler du disque intervertébral. Le disque intervertébral est constitué de deux parties. Le nucléus pulposus, qui est le noyau pulpeux, donc qu'on trouve au centre du disque intervertébral, et on a l'annulus, les anneaux fibreux qui entourent le nucléus. En fait, il y a aussi des lamelles fibrocartilagineuses qui entourent le nucléus, le noyau pulpeux du disque intervertébral. Donc, on a un noyau et on a des lamelles fibreuses qui entourent ce noyau. En fait, c'est quoi la physiopathologie? C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe au niveau du disque intervertébral qui va provoquer cette hernie discale? En fait, le point de départ, c'est une détérioration du disque intervertébral qui est d'origine mécanique ou traumatique. Généralement, c'est des microtraumatismes répétés. Il y a une modification du nucléus, c'est-à-dire du noyau pulpeux, qui va devenir fibreux, inhomogène, donc il va perdre sa fonction. Il y a une fragilisation et fissuration des lamelles entourant le noyau, et ce qui va entraîner une hernie discale sous-ligamentaire ou migratrice, à savoir, on peut dans certaines situations avoir des hernies exclues. Là, on reprend. Donc, ce qu'on voit en bleu sur l'image, c'est le noyau fibreux. Vous voyez qu'il y a une hernie, c'est-à-dire il y a une perte il y a une fissuration des structures lamellaires avec cette hernie du noyau qui va venir comprimer l'émergence du trajet radiculaire. Une autre image où on voit bien ce noyau avec cette hernie qui se constitue et qui vient comprimer le nerf sciatique. C'est ce qu'on appelle une hernie discale. Donc, en résumé, c'est une fragmentation, une fissuration qui va se localiser au niveau du disque vertébral et qui va entraîner une hernie à l'origine d'une compression du nerf sciatique. Cette souffrance du nerf sciatique va donner cette sensation de radiculagie, de douleur radiculaire, parce que c'est des trajets nerveux, enfin c'est des racines nerveuses qui viennent innerver le membre inférieur. Après, on a plusieurs types d'hernies, selon leur localisation, qu'elles soient médianes, postérolatérales, foraminales ou postforaminales. On a aussi des hernies qui ont un trajet ascendant sous ligamentaire, d'autres qui ont des trajets descendants, et on peut avoir même une hernie exclue, c'est-à-dire complètement rompue. Elle peut être sous ligamentaire, comme elle peut même être en dehors du ligament, extra-ligamentaire. En fait, toutes ces hernies entraînent une souffrance radiculaire. Alors, si on veut parler des facteurs favorisants, c'est-à-dire les facteurs qui provoquent une fragmentation de ce noyau et la fissuration des anneaux du disque intervertébral. En fait, c'est souvent des facteurs biomécaniques, à savoir une inégalité des membres inférieurs, une scoliose, une hyperlordose, c'est des anomalies transitionnelles comme le listhésis. On peut trouver aussi une notion de traumatisme à l'origine d'hernie discale, une surcharge pondérale qui est un facteur favorisant de survenue d'hernie discale. Et on a aussi les efforts prolongés inhabituels,
c'est-à-dire les microtraumatismes répétés auxquels est exposé le rachis. Il faut savoir que le diagnostic, alors je pense que là, il y a une question. C'est toujours les noyaux qui sont responsables de cette atteinte au niveau du disque. En fait, c'est la question, est-ce que c'est toujours les noyaux qui sont responsables de cette atteinte au niveau du disque? En fait, il n'y a pas que le noyau. On a une fragmentation du noyau, on a en même temps une fissuration des lamelles. Je vous ai dit, si on revient à la première planche de l'anatomie, alors je reviens à la première planche. Voilà. Donc, le noyau, on a aussi les lamelles qui entourent le noyau. Ces lamelles qui entourent le noyau, il y a une fissuration au niveau de ces lamelles. Donc, il y a une participation des deux composantes du disque vertébral, c'est-à-dire et le noyau et les lamelles fibrocartilagineuses. Voilà, c'est la réponse à votre question. Maintenant, on va revenir aux facteurs favorisants. Alors, pour les facteurs favorisants... Docteur, l'écran n'est pas clair. D'accord. Est-ce que c'est clair maintenant? Je n'ai rien changé au principe. C'est pas clair? Non. Alors, qu'est-ce qui n'est pas clair? Est-ce que c'est flou ou il a complètement disparu? Vous commencez à partager l'écran, mais ça ne sort pas. Est-ce que c'est le cas pour tout le monde? C'est clair pour moi. Il est normal. Alors, le problème, je pense qu'il est chez toi. Parce que les autres, il n'y a pas de problème? C'est bon. D'accord, très bien. Merci. Je vous en prie. Alors, je reviens vers les facteurs favorisants. C'est bon, on en a parlé. Maintenant, on va parler du diagnostic. Il faut savoir que le diagnostic du sciatique est essentiellement clinique, c'est-à-dire on pose le diagnostic d'une lombosciatique devant un interrogatoire et un examen clinique. On n'est pas obligé de faire des examens complémentaires pour assurer le diagnostic du lombosciatique. Donc, l'interrogatoire et l'examen clinique sont importants pour poser le diagnostic. Quelles sont les situations devant lesquelles on doit évoquer une lombosciatique? On doit l'évoquer devant un syndrome lombaire, c'est-à-dire une plainte lombaire, et un syndrome radiculaire. Déjà, à l'interrogatoire, on va voir le terrain. Généralement, on a dit c'est les sujets jeunes. On a une prédominance masculine, mais les deux sexes peuvent être atteints. On a parfois une notion de profession exposante, c'est-à-dire une profession qui expose au port de charges lourdes. On peut avoir aussi aux antécédents une notion de lumbago ou de lombalgie chronique. Les sujets qui font des lumbagos et des lombalgies chroniques sont généralement les sujets qui ont une hernie discale, ils ont déjà un passé, c'est-à-dire ils vous disent j'ai l'habitude de faire des douleurs lombaires, j'ai l'habitude de faire. Il y a toujours un antécédent de lombalgie antérieure. Donc, le mot de début est généralement aigu. Il y a souvent une notion d'un effort, d'un effort de soulèvement, un traumatisme, avec parfois une notion même de claquement au niveau de la région lombaire. Mais souvent, retenez que c'est une douleur d'installation brutale et qu'elle est déclenchée par un effort de soulèvement. Après, cette douleur lombaire, elle est latéralisée du côté de la sciatalgie, c'est-à-dire le patient, il vous dit « j'ai eu une douleur lombaire », tout de suite après, j'ai eu, il ne va pas vous dire une radiculalgie, il va vous dire j'ai eu une sensation de masse électrique, par exemple, au niveau des membres inférieurs. La radiculalgie, elle va avoir deux trajets, le trajet L5 ou le trajet S1. Le trajet L5, comme je vous ai déjà dit, c'est la fesse, la partie antéro-externe de la cuisse, antéro-externe de la jambe, antéro-externe de la jambe, devant la malléole externe, le dos du pied. Ensuite, ça va jusqu'au gros orteil. Est-ce que c'est clair? Donc, fesses, antéro-externe, le dos du pied, gros orteil. Ça, c'est le L5. Lorsqu'il s'agit du trajet S1, c'est la face postérieure, enfin, les fesses, c'est la cuisse, la face postérieure de la cuisse, la face postérieure du mollet. Ensuite, on a un trajet plantaire
Ensuite, la douleur, elle se termine sur le bord externe du pied et se dirige vers les derniers orteils, parfois le 5e et 4e orteil. Donc, le patient, il vient à la consultation, il se plaint de douleur lombaire, d'installation aiguë déclenchée par un effort, avec une apparition, il va vous décrire une masse ou une douleur avec un trajet soit L5 ou un trajet S1. Il faut savoir que dans les situations caractéristiques, on a ce trajet, mais parfois les patients peuvent se plaindre de sensations de décharge électrique au niveau des membres inférieurs, mais sans avoir un trajet bien précis. Parfois, le trajet, pour certains patients, il vous montre bien enfin, le trajet radiculaire, mais d'autres patients peuvent sentir juste une sensation de fourmillement, de paresthésie au niveau de membres inférieurs. Docteur, Oui, s'il est tronqué, par exemple un 5 tronqué au niveau du genou, oui, ça mais veut il dire, est toujours... Oui, oui. ça signifie quoi? Alors, ça, en fait, il n'y a pas une signification, il n'y a pas de parallélisme. C'est-à-dire, c'est pas parce c'est une grande hernie discale ou c'est une petite hernie discale, on a un trajet tronqué. En fait, ça diffère d'un patient à un autre. La même hernie discale, elle peut être, enfin, on peut avoir la même hernie discale chez deux personnes avec avec une manifestation clinique différente. C'est-à-dire, on peut avoir le trajet complet jusqu'au gros orteil, qu'on peut avoir une douleur tronquée au niveau du genou, au niveau du mollet. Mais il n'y a pas d'interprétation, il n'y a pas de parallélisme entre l'atteinte et son trajet. C'est-à-dire, on va la considérer comme une sciatalgie L5, tronquée, c'est tout. Mais sinon, il n'y a pas ça n'a pas de traduction ni clinique ni physiopathologique. C'est une réponse à votre question? Oui, merci. Elle sera toujours considérée comme L5. C'est pas parce qu'il n'y a pas le trajet, il est tronqué, on va dire non, c'est peut-être pas une sciatalgie L5. C'est une L5 tronquée, c'est tout. Voilà. Donc, ce qui est important aussi à retenir, c'est que parfois, il y a des irradiations. C'est-à-dire, la sciatalgie L5 peut donner aussi une douleur au niveau de plis de laine. On peut avoir aussi pour la S1 une douleur au niveau de la face interne de la région inguinale. Alors, pour l'intensité de la douleur, il faut savoir qu'elle est variable. On peut avoir une légère radiculalgie. Dans certaines situations, on a des radiculalgies hyperalgiques, très douloureuses. C'est-à-dire le patient, parfois, il ne peut pas se lever du lit à cause de la douleur. Le rythme, puisqu'on parle de sciatique commune, le rythme et l'horaire, elle est comment? Inflammatoire ou mécanique, selon vous? Alors, la cause, c'est hernie discale ou arthrose. Donc, l'horaire de la douleur? Mécanique. Mécanique, c'est une pathologie, mais là, je suis en train de vous montrer, on est en train d'exposer le tableau le plus fréquent, qui est la lombosciatique commune. Comme je vous ai dit, la lombosciatique commune, elle est souvent due soit à une hernie discale, soit à une arthrose. L'hernie discale, c'est une pathologie mécanique. La douleur, elle est mécanique, c'est-à-dire déclenchée par l'effort et elle c'est de repos. D'accord? Il n'y a pas de réveil nocturne, sauf dans certaines situations, on peut avoir un réveil nocturne, mais généralement, il est absent. Il n'y a pas le long dérouillage matinal des affections inflammatoires. Il faut faire très attention à ces remarques. Parce que si on a des réveils nocturnes, si on a un long dérouillage matinal, si on a une altération de l'état général ou des signes généraux, là, on n'est pas devant une lombosciatique commune. On est devant une lombosciatique symptomatique, c'est-à-dire elle est due soit à une SPA, soit à une spondylodicite infectieuse, soit due à une tumorale, du rachis. Donc, le contexte, il est différent. Lombosciatique commune, elle est due à une hernie discale. C'est une pathologie mécanique entraînant une douleur à l'effort qui cède au repos. La lombosciatique inflammatoire ou symptomatique, elle est la douleur, la sciatique ou la manifestation de la douleur, elle a un horaire inflammatoire, c'est-à-dire réveillons le patient la nuit, provoque des réveils nocturnes et des dérouillages matinaux. Un long dérouillage matinal
avec parfois des signes généraux lorsqu'il s'agit d'atteintes infectieuses ou tumorales. Ça, il faut bien le retenir, c'est très important. Parce que on a eu des errances diagnostiques. Il y a des patients qui souffraient de spondylarthrite, qui ont longtemps été pris pour des pathologies, pour des hernies discales, alors qu'ils sont de véritables spondylarthrites. Il faut vraiment faire la part des choses. Et c'est ça le but, l'objectif de ce cours. C'est de faire la part des choses entre une lombosciatique commune et une lombosciatique symptomatique. C'est très important. C'est pour ne pas passer à côté des lombosciatiques aussi symptomatiques, qui parfois sont des urgences thérapeutiques où la prise en charge elle est complètement différente. Donc, je reviens. Donc, le rythme de la douleur et le rythme, l'horaire est mécanique. Alors là, ici, j'ai aussi une autre question. On parle que de la L5 et S1 en cas de sciatalgie, oui. Les sciatalgies, les deux nerfs, enfin, les deux trajets qui entraînent, pour parler de sciatique, c'est L5, S1, c'est tout. Alors, les signes alors, les facteurs, si je reviens aux facteurs déclenchants, c'est généralement la station debout prolongée. Et le patient, il vous dit, quand je dors sur le côté, je me sens bien, ça me soulage. Parfois, il vous dit, ça me réveille la nuit. Alors, il y a certaines situations où ça provoque des réveils nocturnes lorsqu'il y a un laser serré. Je vais vous montrer tout à l'heure c'est quoi un laser serré. Parfois, on a des signes accompagnateurs, comme je vous ai dit, des sensations de fourmillement, paresthésie ou diesthésie au niveau des membres inférieurs. Ce qu'il va falloir aussi rechercher à l'interrogatoire, qui est un signe de gravité, c'est le syndrome de la queue de cheval. On va rechercher à l'interrogatoire une sensation, une notion d'impuissance, d'incontinence urinaire, une notion de rétention urinaire ou une difficulté à sentir les urines ou les selles, le passage des urines ou les selles. C'est des situations dans lesquelles il y a une compression sur la queue de cheval. Je vais vous la montrer tout à l'heure sur un topo. C'est un signe de gravité. Les facteurs aggravants ou calmants, comme je vous ai déjà dit, c'est des douleurs qui sont aggravées par la station debout prolongée, quand il y a une notion de port de charge lourde. Et les patients sont soulagés par le décubitus et parfois, ils sont soulagés même par la marche. Ils vous disent, je préfère marcher que rester debout. Et la station assise, en fait, certains patients sont plus ou moins soulagés par la station assise, mais pas tous. C'est-à-dire, majoritairement, et la station assise aussi, surtout pour une longue durée, déclenche les sciatalgies. Il y a aussi une notion qui est très importante, c'est l'impulsivité. C'est-à-dire le patient, il vous dit, cette douleur, elle s'accentue lorsqu'il y a une toux, un éternuement ou lors d'un effort de défécation. En fait, c'est le phénomène mécanique. Il y a une hyperpression au niveau du rachis, du liquide rachidien. Lorsque le sujet, lorsqu'il y a une toux ou un éternuement, il y a une augmentation de la pression au niveau du rachis, ce qui va faire déclencher cette douleur radiculaire. Des questions jusqu'à maintenant? Donc, en résumé, douleur lombaire, douleur intraradiculaire L5S1, l'intensité, elle diffère d'un sujet à un autre, le rythme est mécanique, on a des facteurs aggravants et des facteurs calmants, il y a le caractère impulsif de la douleur. Il faut savoir éliminer à l'interrogatoire tous les signes qui font évoquer une lombosciatique symptomatique. Là, c'est un tableau. On peut par certains éléments qui peuvent nous orienter vers telle ou telle étiologie. Il faut savoir que dans la lombosciatique commune, le trajet est souvent monoradiculaire, c'est-à-dire soit L5 ou S1. Par contre, dans les lombosciatiques symptomatiques, c'est souvent pluriradiculaire. Le patient, il vous dit, il ne va pas vous montrer le trajet L5-S1, il va vous montrer plusieurs trajets radiculaires, c'est-à-dire plusieurs douleurs, un trajet qui est mal systématisé, en quelque sorte. L'horaire dans la lombosciatique commune est mécanique. Dans la lombosciatique symptomatique, l'horaire est inflammatoire. La lombalgie, on a souvent une lombalgie qui accompagne la lombosciatique commune,
dans la lombo sciatique symptomatique, lombalgie, elle peut exister comme elle peut être absente. Donc, il y a un effort, une notion de l'effort déclenchant dans la lombo sciatique commune. Par contre, dans la lombo sciatique symptomatique, il n'y a pas d'effort déclenchant. Par exemple, un patient qui a une spondylarthrite, il va pas, spondylarthrite ankylosante, il ne va pas vous dire, lorsque je fais un effort, j'ai des douleurs lombaires avec une sensation de radiculagie au niveau des membres inférieurs. Il va vous dire que j'ai mal tout le temps. C'est-à-dire, c'est pas rythmé par un effort. L'intensité, elle est rapidement maximale pour la lombo-sciatique commune, mais pour la lombo-sciatique symptomatique, elle est progressivement croissante, c'est-à-dire elle évolue dans le temps. Et généralement, la lombo-sciatique commune, l'évolution, elle est spontanément favorable. Donc, il y a une régression progressive de la douleur. Par contre, dans la lombo-sciatique symptomatique, tant qu'on n'a pas traité l'étiologie, le patient aura toujours mal, parce qu'on n'a pas traité l'étiologie. Des questions? Alors, pourquoi cette appellation commune et symptomatique? Alors, commune, il y a le mot commun, c'est-à-dire ce qui est le plus fréquent. Symptomatique, c'est-à-dire la lombo-sciatique, c'est le symptôme d'une infection, c'est-à-dire en quelque sorte secondaire. Il est secondaire à une dysite inflammatoire, par exemple, lorsqu'il s'agit du spondylarthrite. Il est secondaire à une infection lorsqu'il s'agit, par exemple, du spondylodysite infectieuse. Il est secondaire à une tumeur lorsqu'il s'agit d'une sciatique liée à une tumeur au niveau du rachis. Donc, commune, parce que c'est la plus commune, c'est-à-dire la plus fréquente, et symptomatique, parce que c'est une sciatique qui est due à un symptôme, à une autre étiologie. C'est le symptôme d'une étiologie. Voilà, c'est pour ça qu'on a cette appellation. Ensuite, on va passer à l'examen clinique. Comme je vous ai dit, on a le syndrome rachidien et le syndrome radiculaire. Le syndrome radiculaire, donc il y a un trajet radiculaire qui est atteint. Ce trajet radiculaire, on va l'examiner en faisant l'examen neurologique. Alors, pour le syndrome rachidien, souvent, le patient il prend une attitude ontalgique, c'est-à-dire, on le voit avec une inflexion latérale, avec un effacement de la lordose lombaire et une contracture des muscles paravertébraux. On les voit bien ici sur cette photo. On a les muscles qui sont saillants, donc qui sont contractés, avec une raideur lombaire et une inflexion latérale. En fait, c'est une attitude ontalgique. Il va se mettre dans une position pour avoir moins mal, en quelque sorte. En fait, l'attitude ontalgique, on peut la voir donc sur le côté, c'est-à-dire là, du côté où on a la sciatalgie, c'est une attitude ontalgique directe, qu'on peut avoir une attitude ontalgique croisée, c'est-à-dire le patient va se pencher du côté contralatéral à la sciatalgie. On peut avoir observé une raideur segmentaire. Qu'est-ce qu'on veut dire par une raideur segmentaire? Une raideur, c'est une limitation du rachis lombaire. En fait, je ne sais pas si vous vous rappelez en sémiologie, le rachis lombaire, on étudie sa limitation en mesurant la distance doigt-sol ou en mesurant l'indice de Schaubert. On peut avoir le signe de la cassure, c'est-à-dire une flexion qui s'effectue au-dessus de la région lombaire bloquée. Je vais vous montrer ici c'est quoi le signe de la cassure. Ici déjà, c'est l'indice de Schaubert. Est-ce que vous vous rappelez de l'indice de Schaubert? Le patient, il est en position debout. On fait une ligne qui va rejoindre les deux crêtes iliaques. On marque un point. Au-dessus, 10 cm au-dessus, on marque un deuxième point. C'est la première chose qu'on va faire. Donc, au niveau des crêtes iliaques, on marque un point sur le rachis. Ensuite, on va partir au-dessus jusqu'aux 10 cm. On marque le deuxième point. On demande au patient de s'incliner en avant, c'est-à-dire de faire une flexion du rachis. En principe, chez un sujet normal, cette distance, puisqu'il y a un déroulement lombaire, cette distance va passer de 10 cm à 13,5. Au moins 13,5. En principe, c'est plus de 13,5. Chez un sujet qui a une pathologie du rachis lombaire, qu'elle soit hernie discale, spondylodysite ou spondylarthrite, lorsqu'on a une limitation, ce trajet, cette distance, elle est limitée, c'est-à-dire elle va être inférieure à 13,5. On va parler de Schaubert limité ou
une limitation des déroulements lombaires. En fait, c'est un signe indirect d'une limitation du rachis. On peut aussi mesurer tout simplement la distance doigt-sol. C'est-à-dire, on va demander au patient de se pencher en avant et mesurer cette distance. Cette distance, elle doit être, généralement, elle est de 5 à 10 cm. Généralement, chez certains, de 0 à 10 cm. Si on a plus, c'est-à-dire il y a une limitation du rachis. Alors, pourquoi? Alors, dans ce cas, la limitation, elle est due à la douleur. En fait, la limitation, oui, elle est due à la douleur, c'est-à-dire c'est la douleur qui entraîne cette limitation, c'est la contracture aussi des muscles paravertébraux qui entraîne cette limitation. Parce qu'en fait, dès qu'on soulage le patient de cette douleur, il va reprendre son ampliation normale. Dans la spondylarthrite où on a une ankylose, dans certains cas, on peut reprendre cette limitation, elle peut disparaître, mais si on a une ankylose qui est complètement constituée, elle ne va pas disparaître. C'est-à-dire le patient, même s'il a moins mal, le déroulement lombaire, il sera toujours limité parce qu'il y a une ankylose des vertèbres. Par contre, dans la sciatique, si on soulage le patient de ses douleurs, quand il va se pencher en avant, on va regagner, c'est-à-dire il peut revenir normal, c'est-à-dire cette limitation, elle ne va pas persister. Alors, je vais vous montrer. Alors, ça, c'est le signe de la sonnette. Le signe de la sonnette, en fait, c'est quoi? Le patient, il est en décubitus ventral. On peut le faire même en position debout. On va exercer une pression sur une apophyse épineuse ou sur le trajet radiculaire. Il va y avoir un déclenchement de la radiculalgie. C'est un point douloureux. Alors, pour le signe de la cassure, je vais revenir pour le signe de la cassure. Alors, sur cette planche, voilà. Le signe de la cassure, en fait, c'est quoi? On va demander au patient de s'incliner sur un côté. Vous voyez ici, il n'y a pas une inclinaison directe. C'est-à-dire, il commence à s'incliner, après, tout en gardant une partie lombaire bloquée, enraidie. C'est-à-dire, il ne va pas s'incliner. Par exemple, en principe, ici, c'est un sujet normal. Si je lui demandais de s'incliner, en principe, on a un C, c'est-à-dire il s'incline complètement de l'autre côté. Ici, il y a une région qui est bloquée, qui correspond au siège de l'hernie discale. Après, on aura l'inclinaison. Ça, c'est ce qu'on appelle le signe de la cassure, c'est-à-dire l'inflexion, l'inclinaison, du rachis, il y a une cassure quelque part, c'est-à-dire on n'a pas une inclinaison parfaite. C'est clair? Oui, docteur. Très bien. Ensuite, on exerce un examen qui est important, ce qu'on appelle la manœuvre de Lazec. Alors, la manœuvre de Lazec, c'est quoi? Le patient, il est en décubitus dorsal, le membre inférieur en extension. On va exercer une flexion, flexion du membre inférieur vers le haut. On va ramener le membre inférieur vers le haut et cette manœuvre va déclencher une douleur radiculaire. Cette douleur radiculaire, attention, pas de douleur lombaire, c'est-à-dire cette manœuvre doit déclencher une douleur radiculaire. Alors, à partir de quel angle on parle de Lazec positif? Il faut que ça soit inférieur à 80%, c'est-à-dire 80 degrés, excusez-moi. Parce que si on a une douleur qui est déclenchée à plus de 80 degrés, elle peut être due à plusieurs atteintes. C'est-à-dire même une atteinte de la hanche, elle peut donner une douleur si on fait ce mouvement à plus de 80 degrés. Mais inférieur à 80 degrés, il s'agit d'une douleur radiculaire. C'est-à-dire, on parle de Lazec seulement s'il est inférieur, positif seulement s'il est inférieur à 80 degrés. Le patient il est en décubitus, on surélève le membre inférieur. S'il nous dit il a mal, par exemple, à 60 degrés, on va dire Lazec positif à 60 degrés. On parle de Lazec serré lorsqu'on a une douleur qui est déclenchée entre 10 à 20 degrés, c'est-à-dire lorsqu'on soulève un tout petit peu le membre inférieur,
cela déclenche une douleur radiculaire. Ça, c'est un laseg serré. En fait, ce n'est pas parce qu'il y a un laseg serré que c'est une atteinte sévère. Hein. En fait, le laseg serré, c'est un signe clinique qui témoigne de la présence d'une hernie discale. C'est tout. Enfin, d'une souffrance radiculaire qui est due à une hernie discale. Alors, il y a une question. Pourquoi cette angulation à 80 degrés? Je vous ai dit, lorsqu'on a une douleur qui est déclenchée à plus de 80 degrés, il y a même la hanche qui est mise sous tension. C'est pour ça qu'elle n'a pas trop de signification. Donc, on parle de laseg positif si l'angle est inférieur à 80 degrés. Et si on a un laseg positif entre 10 à 20 degrés, on parle de laseg serré. Pardon, docteur. Oui. Douleur radiculaire, alors douleur au niveau du membre? Oui, le patient, quand on lui fait cette manœuvre, il vous dit, il sent une masse électrique au niveau du membre. Il ne va pas vous dire, j'ai mal au niveau lombaire. Le laseg, ce n'est pas une douleur au niveau lombaire, c'est une radiculalgie. C'est-à-dire le patient, cette manœuvre, elle doit réveiller la radiculalgie. C'est-à-dire, dès que vous soulevez le membre, le patient, il va vous dire, non, arrêtez, j'ai une masse électrique, j'ai la sensation d'une masse électrique. D'ailleurs, vous allez même trouver, le patient fait une grimace, c'est-à-dire il sent la douleur. Il y a une reproduction de la radiculalgie. C'est clair? Oui, c'est clair. Très bien. Ça, c'est le signe de laseg. Le signe de laseg qu'on retrouve dans la lombo-sciatique commune. Ensuite, on fait un examen. Pour l'examen important, il est important de le faire parce qu'en fait, il va nous permettre d'apprécier la gravité de cette souffrance radiculaire. C'est-à-dire, est-ce que le nerf, il est le trajet radiculaire, est-ce qu'il y a une souffrance radiculaire importante ou pas? Parce que si on a une souffrance radiculaire importante, on va trouver un déficit moteur, on va trouver un déficit sensitif, les réflexes y seront abolis, et dans les cas extrêmes, on va voir des troubles sphinctériens dans le syndrome de queue de cheval. C'est-à-dire l'examen neurologique nous permet d'apprécier la souffrance et la gravité, la souffrance radiculaire et sa gravité. Alors, pour le déficit moteur, comment on va rechercher à l'examen clinique ce déficit moteur? Pour l'examen, comme je vous ai dit, la L5, dans la L5, on recherche s'il y a un déficit moteur pour la marche sur les talons. Parce que, en fait, le L5, il est responsable de l'innervation des muscles qui sont responsables de la marche sur les talons. Par contre, la S1, on va avoir une difficulté à la marche sur la pointe des pieds parce que la S1, elle est responsable des muscles la S1, elle innerve les muscles qui sont responsables de la marche sur la pointe des pieds. On parle de sciatique paralysante lorsque le déficit moteur est inférieur à 3. En fait, vous allez me dire inférieur à 3 par rapport à quoi? Inférieur à 3 par rapport au testing musculaire. Dans le testing musculaire, est-ce que vous avez fait neuro ou pas encore? Dans la neurologie, dans la spécialité neurologie, on vous a certainement parlé des stigmes musculaires. En fait, c'est des techniques, c'est des manœuvres qu'on fait aux différents muscles pour voir le degré de leur déficit. On va voir sur le tableau les différents degrés. Un déficit moteur inférieur à 3 est un déficit moteur important, c'est-à-dire on parle de paralysie lorsque le déficit moteur est inférieur à 3. Lorsqu'il est supérieur à 3, on parle de parésie, c'est-à-dire une légère faiblesse musculaire. Donc, la dorsiflexion, c'est quel nerf? La dorsiflexion. La flexion, c'est L5. C'est le L5. Et la flexion plantaire, c'est le S1. Donc, la marche sur talon, c'est le L5. Et la marche sur les pointes des pieds, c'est le S1. C'est la S1. J'ai du mal à vous entendre. Il y a quelqu'un qui est intervenu et ça s'est coupé. Le testing musculaire, comme je vous ai dit, c'est les différents échelons du testing musculaire. Contraction, aucune contraction, zéro,
degré 3, c'est une contraction contre le mouvement ou contre la pesanteur, permettant le mouvement contre la pesanteur, par exemple, excusez-moi, et le test, testé à 4 lorsqu'il y a une contraction qui permet un mouvement contre la résistance. Et quand on parle de test normal, à 5, c'est-à-dire lorsqu'on a une force musculaire normale. On peut avoir une force contre résistance, c'est 4. On peut avoir une mobilisation seulement contre la pesanteur, c'est testé à 3. En fait, c'est des manœuvres qui permettent de tester le degré du déficit musculaire. Mais retenez, ce qu'il faut retenir, alors c'est pas le tableau. Ça, c'est pour seulement vous schématiser c'est quoi un testing musculaire. En fait, c'est juste des manœuvres, en fait, c'est une manière d'évaluer ce déficit musculaire. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est la L5, elle nous permet de marcher sur le talon, et la S1, elle nous permet de marcher sur la pointe des pieds. Il faut savoir que dans la marche, on a les deux. C'est-à-dire, pour marcher, on doit s'appuyer sur le talon et sur la pointe des pieds. Donc, si on a un patient qui marche, qui n'arrive pas à mettre le talon, ce qu'on appelle le steppage, c'est une atteinte de L5. Lorsqu'on a un patient qui ne peut pas marcher sur la pointe des pieds, on a une atteinte S1. Est-ce qu'il y a des questions concernant le déficit moteur? Pour cette raison, lorsqu'on a une atteinte du L5, on a un steppage, c'est un patient qui n'arrive pas à mettre le talon sur le sol. Et par contre, pour les patients qui ont une atteinte S1, ils ont ce qu'on appelle un talonnage, c'est-à-dire ils n'arrivent pas à mettre ils n'arrivent pas à marcher sur la pointe des pieds. C'est ce qu'on appelle un talonnage. Est-ce que vous avez des questions? C'est bon? C'est clair? Oui, c'est bon, c'est clair. Très bien. Donc, c'est-à-dire, si vous recevez quelqu'un en consultation, vous allez vous dire, est-ce qu'il peut marcher sur la pointe, est-ce qu'il y a un déficit moteur concernant la L5 ou S1? Vous allez tout simplement lui demander de marcher sur les talons, ensuite de marcher sur la pointe des pieds. S'il vous dit, je n'arrive pas à marcher sur les talons, là, vous êtes devant un L5 déficitaire. S'il vous dit, je n'arrive pas à marcher sur la pointe des pieds, là, vous êtes devant une atteinte S1 déficitaire. Il faut examiner aussi les réflexes ostéotendineux. Les réflexes ostéotendineux, on a le réflexe achilléen, le nerf responsable du réflexe achilléen, c'est le S1, et on a le réflexe rotuléen. Les nerfs responsables du réflexe rotuléen, c'est à la L4, L3. Donc, ils ne sont pas concernés par la sciatique. C'est-à-dire, lorsqu'on a une atteinte du L5, on n'étudie aucun des réflexes ostéotendineux. Il n'y a pas de réflexe ostéotendineux. Au niveau des fesses et ça descend un petit peu au niveau de la cuisse.
Et là, vous allez vous poser la question, est-ce que c'est une lombo-sciatique ou est-ce que c'est tout simplement dû à une atteinte des hanches ou des sacroiliaques? Parce qu'une atteinte des hanches et des sacroiliaques peut aussi vous donner une douleur, c'est-à-dire une féssalgie avec une irradiation au niveau de la cuisse. Devant ce patient, vous ne pouvez pas, c'est-à-dire si vous n'examinez ni hanche, ni sacro-iliaque, ni rachis, vous ne pouvez pas faire la part des choses. D'où l'importance d'un interrogatoire et d'un examen clinique complet, c'est-à-dire devant toute lombo-sciatique, il faut toujours examiner les hanches, parce qu'on a parfois des pathologies de hanches qui peuvent simuler une lombo-sciatique. Il faut faire un examen somatique complet parce que pour ne pas passer à côté d'une cause générale. C'est-à-dire, si un patient vous dit « j'ai une lombo-sciatique », c'est-à-dire, il ne va pas vous dire « j'ai une lombo-sciatique », il va vous dire « j'ai des douleurs au niveau lombaire et ça irradie au niveau des membres inférieurs ». Et par exemple, vous examinez le patient, vous trouvez qu'il est amaigri, qu'il est fébrile, qu'il a une altération de l'état général, vous n'allez pas dire que c'est une lombo-sciatique commune. Là, vous êtes très probablement devant une lombo-sciatique symptomatique, parce qu'une lombo-sciatique commune n'entraîne pas une fièvre, ça n'entraîne pas une altération de l'état général. Donc, il faut être suspicieux. Si on a une altération de l'état général, de la fièvre ou des signes généraux, il faut penser à une symptomatique, c'est-à-dire à une cause inflammatoire, infectieuse ou tumorale. Parce qu'une lombo-sciatique commune, on a une conservation de l'état général. Donc, comme je vous ai dit, le diagnostic, il est clinique. C'est-à-dire, on a un interrogatoire et l'examen clinique. On n'est pas obligé de faire des examens complémentaires. C'est-à-dire, vous recevez en consultation un patient qui est jeune, qui vous dit « j'ai une douleur qui a été déclenchée par un soulèvement d'un objet lourd » et vous l'examinez, vous trouvez qu'il y a un LASEG avec une conservation de l'état général, vous êtes en droit de le traiter sans demander ni radio ni bilan. C'est le diagnostic, il est clinique, interrogatoire, examen clinique. Maintenant, il y a certaines situations où vous êtes amené à faire des examens complémentaires. C'est les situations dans lesquelles on a une sciatique sévère, une lombo-sciatique sévère. C'est quoi une lombo-sciatique sévère? C'est la lombo-sciatique hyperalgique lorsqu'on a une douleur très importante, lorsqu'on est devant une forme hyperalgique. Lorsqu'on a un déficit moteur, il faut explorer et rapidement parce que c'est une urgence. Lorsqu'on a un syndrome de la queue de cheval, il faut demander aussi une IRM en urgence parce qu'à la recherche d'une compression radiculaire. Donc, c'est des situations de gravité qui nous obligent à faire des examens complémentaires. Mais en dehors des situations de gravité, on n'est pas amené à faire des examens complémentaires. Si on doute aussi du diagnostic, c'est-à-dire si vous êtes devant un sujet âgé avec une altération de l'état général, s'il est fébrile, là, vous n'êtes pas sûr que ce soit une lombo-sciatique commune. Là, dans ce cas-là, vous êtes en droit de demander des bilans et des radios. S'il y a une aggravation, c'est-à-dire le patient dont je vous ai parlé tout à l'heure, s'il est jeune, il a pris les médicaments comme il faut, après 2 semaines, il a pris tout ce qu'il fallait, il a eu une prise en charge sur le plan thérapeutique complète et il vous dit j'ai toujours mal, ou il y a une accentuation de la douleur, là aussi, vous êtes amené à faire une exploration, c'est-à-dire vous êtes en droit de faire des radios ou des bilans s'il n'y a pas une réponse adéquate au traitement. Donc, devant toute sciatique, on n'est pas obligé de compléter par une radio ou un bilan. Si on a un tableau de lombo-sciatique commune, on peut traiter sans examen complémentaire. Si on a un doute diagnostique, si on a des signes de gravité, ou si on a traité et ça n'a pas marché, ce sont les 3 situations devant lesquelles vous demandez des examens complémentaires. Est-ce qu'il y a des questions? C'est important. Très bien. Alors maintenant, quels sont les examens complémentaires? On va commencer par la biologie. Alors, la biologie, on peut la demander si on suspecte surtout une cause symptomatique. C'est-à-dire, si je suspecte une spondylarthrite, une infection, là, je peux demander une formule CRP, une électrophorèse à la recherche de myélome, par exemple,
Et devant une lombo-sciatique commune, on ne doit pas avoir de syndrome inflammatoire biologique. Je vous ai dit, c'est une pathologie mécanique. Alors, pour les radios, généralement, on demande une radiographie de bassin face et une radiographie du rachis lombaire face et profil. Et les résultats, on peut avoir une radio tout à fait normale. Et souvent, la radio devant une lombo-sciatique commune, elle est normale. On peut avoir un signe indirect, ce qu'on appelle un bâillement postérieur, on va le voir sur une planche. On peut trouver aussi des signes qui exposent à faire de l'hernie discale, c'est-à-dire, par exemple, une déformation, c'est-à-dire une scoliose ou une hyperlordose qui expose à faire de l'hernie discale. Et on peut avoir des signes d'arthrose qui peuvent expliquer aussi cette lombalgie commune, cette lombosciatique commune. Ça, c'est des radios normales. Ça, c'est un rachis, radiographie de rachis. C'est un cliché de débrouillage de 16. En fait, c'est un cliché dorso-lombo-pelvis-fémoral. C'est une radio du rachis et du bassin en même temps. C'est ce qu'on appelle le cliché de débrouillage de 16. On peut demander une radiographie du rachis, lombaire, profil, ou centré sur les différentes vertèbres L4, L5, S1. Donc, on peut avoir un patient qui a une lombosciatique caractéristique, commune, mais avec une radiographie tout à fait normale. On n'est pas obligé d'avoir des signes à la radiographie. Comme on peut avoir un signe indirect qui est le bâillement intersomatique postérieur. Vous voyez cet espace ici, il est élargi. Alors, sur cette radio, il doit être pincé. Et là, on a un élargissement. C'est un bâillement. C'est un signe indirect d'hernie discale. Dans l'arthrose, comme je vous ai dit, on en peut avoir un pincement discal ou des ostéophytes. Donc, dans ce cas-là, on va dire c'est une lombalgie commune qui est due à une discarthrose. Elle n'est pas due à une hernie discale seulement. Elle est due très probablement à une hernie discale associée à la discarthrose, c'est-à-dire à une arthrose lombaire. Alors, quand est-ce qu'on doit faire une TDM ou une IRM? Alors, comme je vous ai dit, on fait la TDM-IRM dans les formes graves, c'est-à-dire paralysantes, hyperalgiques ou devant un syndrome de la queue de cheval, ou lorsqu'on a des douleurs intenses malgré un traitement bien entretenu. Lorsqu'on envisage un traitement chirurgical, il faut toujours faire une TDM ou une IRM. Et si on suspecte une lombosciatique symptomatique, c'est-à-dire si je suspecte une spondylodécite infectieuse ou une spondylarthrite, je suis amenée à faire soit une IRM, soit un scanner. C'est selon la situation. Il faut savoir que devant une lombosciatique commune, la TDM, elle va montrer cette hernie discale. Elle va montrer le siège, elle va apprécier la forme et les dimensions du canal rachidien. Mais par contre, elle ne peut pas visualiser cette hernie discale, c'est-à-dire sa situation. L'IRM, par contre, elle permet de définir, de faire une étude plus précise parce qu'elle permet de même visualiser les fissures discales. Elle permet aussi de visualiser le conflit disco-radiculaire, c'est-à-dire elle va nous permettre de dire est-ce qu'il y a une compression radiculaire importante ou pas. Dans le syndrome de la queue de cheval, elle va mettre en évidence le syndrome de la queue de cheval, c'est-à-dire elle va nous montrer la compression des différentes racines de la queue de cheval. L'EMG. L'EMG, il est utile dans certaines situations parce qu'il l'électromyogramme, il permet de confirmer le caractère radiculaire, du caractère tronculaire, c'est-à-dire avec l'EMG, on peut avoir la confirmation qu'il s'agit bien d'une atteinte radiculaire et non pas d'une atteinte tronculaire. C'est-à-dire, il n'y a pas une atteinte périphérique, mais une atteinte radiculaire, c'est-à-dire qui remonte au rachis. L'EMG nous permet aussi, dans certaines situations, d'apprécier la gravité de l'atteinte radiculaire. L'évolution. Donc, l'évolution, en fait, c'est les lombosciatiques, elle est généralement, la lombosciatique commune est d'évolution favorable. C'est-à-dire, on a souvent, les patients guérissent en quelques jours, avec ou sans traitement médical. C'est-à-dire, généralement, en quelques jours, la douleur disparaît.
Dans certaines situations, l'évolution, elle est défavorable. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut dire par défavorable? C'est-à-dire, on peut avoir une évolution traînante, c'est-à-dire un patient qui va longtemps souffrir de cette lombo-sciatique, où il va vous dire, il reste toujours un fond douloureux, mais qui est accentué par un effort ou par le sport ou par d'autres influences mécaniques. Donc, mais souvent, la douleur, elle disparaît au bout de quelques jours. Donc, il faut toujours réconforter le patient que c'est une douleur qui va disparaître. Les formes cliniques. Il faut savoir qu'il y a des formes hyperalgiques, c'est parmi les formes sévères, c'est-à-dire les patients souffrent d'une douleur importante qui va entraîner dans certaines situations une hospitalisation. On essaie tous les antalgiques, on peut arriver même au morphinique. Et lorsque la douleur elle est importante et incontrôlable par le traitement médical, on sera amené à traiter ces malades chirurgicalement. On a aussi des formes avec déficit moteur, soit, comme je vous ai dit, parésiante, lorsque le testing musculaire est entre 3 et 4, lorsqu'on a des paralysies complètes, c'est-à-dire lorsqu'on a un testing inférieur à 3, on parle de formes avec paralysie. Là aussi, pour les formes avec paralysie, c'est une urgence chirurgicale. C'est-à-dire qu'on ne va pas laisser longtemps le nerf souffrir, parce que si on n'intervient pas rapidement, ça devient irréversible. Une racine nerveuse qui reste longtemps comprimée va perdre sa fonction. C'est-à-dire qu'il faut faire un traitement chirurgical rapidement, c'est-à-dire qu'il faut lever la compression rapidement, sinon on va perdre la motricité. C'est-à-dire le nerf, il va y avoir une dénervation complète, c'est-à-dire la racine va perdre sa fonction. Le patient, c'est une paralysie constante. Donc, notre but, dans votre examen clinique, il faut éliminer cette urgence, c'est-à-dire il faut éliminer un déficit moteur important pour savoir est-ce qu'il faut agir chirurgicalement, rapidement ou pas. Donc, comment apercevoir, comment savoir qu'il y a une atteinte, un déficit moteur important? Comme je vous ai dit, pour la L5, c'est le stépage qu'on va avoir, c'est la perte de la dorsiflexion. On peut avoir à l'examen clinique, le patient, il va vous dire impossible de marcher sur le talon, impossible de faire une dorsiflexion du pied. À la marche, vous allez trouver un stépage. Et en examinant, vous allez trouver une hypoesthésie ou anesthésie au niveau des membres inférieurs avec une amyotrophie de la loge antérieure de la jambe. C'est-à-dire on a une amyotrophie au niveau de la région où on a une innervation de la L5. Pour la S1, il va vous dire au contraire, il est impossible de marcher sur la pointe des pieds. Il vous dit, il ne peut pas faire une flexion plantaire, c'est-à-dire il ne peut pas se mettre son pied, il ne peut pas se mettre sur la pointe des pieds. Il va y avoir un talonnage, c'est-à-dire le patient va marcher sur ses talons avec une hypoesthésie ou anesthésie au niveau des membres inférieurs et on va avoir une abolition du réflexe aquiléen. Ça, c'est des signes de déficit moteur au niveau des trajets L5, S1. Si on a un déficit moteur, c'est-à-dire si on est devant une lombo-sciatique commune paralysante, c'est une urgence chirurgicale. Le syndrome de la queue de cheval. En fait, la queue de cheval, c'est quoi? Il faut savoir qu'au niveau de la moelle épinière, on a le cône terminal. La moelle épinière, elle se termine au niveau de la L1. Vous êtes d'accord? Vous voyez bien sur le topo. Docteur, oui? le talonnage, mais c'est L5. Donc, يقدر يمشي sur le talon, يقدر يمشي sur le talon في L5 parce que le trajet n'est pas. Non, c'est-à-dire, quand le L5, avec le L5, on marche sur le talon. Quand le L5 est normal, on peut marcher sur le talon. Est-ce que vous me suivez? Oui. D'accord. Quand le L5, il est atteint, il ne peut pas marcher sur le talon. D'accord? Ce n'est pas un talonnage. Le talonnage, c'est-à-dire qu'il va marcher que sur le talon quand on a... Est-ce que vous me suivez? Concentrez-vous avec moi. Le L5, il est responsable de la marche sur le talon. C'est-à-dire, si j'ai une atteinte du L5, je ne peux pas marcher sur le talon. On a le stépage. Le patient marche sur la pointe des pieds. Oui.
Très bien. Dans la S1, quand il y a une atteinte de S1, il ne peut pas marcher sur la pointe des pieds, il va marcher sur ses talons. C'est le talonnage. Ah, d'accord, très bien. Vous avez compris? Oui. Donc, retenez L5. Il est responsable de la dorsiflexion. Lorsqu'il est atteint, on va avoir un stépage. S1, il est responsable de la flexion plantaire. Lorsqu'il est atteint, on va avoir un talonnage. C'est clair? C'est très clair. Merci, docteur. Très bien. Je reviens à la queue de cheval. Alors, la moelle épinière se termine au niveau de la L1, au niveau de la vertèbre lombaire, la première vertèbre lombaire. À partir de la L1, on n'a plus de moelle épinière. Il reste les racines nerveuses, Parmi ces racines nerveuses, il y a le L5, il y a la S1, on a aussi les autres racines nerveuses, la L1, la L4, les autres racines sacrées. Donc, la queue de cheval, à partir de la L1, c'est-à-dire à partir de la première vertèbre lombaire, on n'a que des racines nerveuses, on n'a pas de moelle épinière. Lorsqu'il y a une hernie discale au niveau de la L4, L5 ou de la L5S1, on a une compression de ces racines nerveuses. Pourquoi on parle? Parce qu'ils ont la forme d'une queue de cheval. Donc, lorsqu'on a une compression importante de ces racines, c'est-à-dire on ne va pas avoir une compression que de la L5 et de la S1. On va avoir une compression de toutes les racines après le cône terminal, c'est-à-dire une compression de tous les nerfs qui innervent le membre inférieur et la vessie. Lorsqu'on a une compression de toutes ces racines nerveuses, on va avoir une paralysie ou une parésie flasque des membres inférieurs, c'est-à-dire le patient n'arrivera plus à marcher, il va vous dire j'ai une incontinence urinaire ou une rétention urinaire. Il va vous dire j'ai du mal aussi à sentir les matières fécales, le passage des matières fécales. C'est des signes de compression des racines nerveuses de la queue de cheval. C'est une urgence aussi parce que lorsque ces racines sont comprimées et lésées pour une longue durée, cela va entraîner des irréversibles, des séquelles irréversibles, c'est-à-dire la paralysie, les troubles génito-sphinctériens constants. C'est-à-dire on peut avoir soit une paralysie complète. On peut avoir, par exemple, certains patients gardent des troubles génito-sphinctériens à vie. C'est-à-dire ils garderont toujours une incontinence urinaire, une incontinence fécale. C'est pour ça que c'est une urgence. Si on a juste les signes prédictifs, c'est-à-dire le patient, il vous dit « je n'arrive pas à sentir mon bassin », il vous dit « je n'arrive pas à retenir les urines, j'ai une incontinence fécale », ou il vous dit « je n'arrive pas à marcher », c'est-à-dire il y a une parésie au niveau des membres inférieurs, il faut être très vigilant. C'est des signes de gravité, c'est des signes d'atteinte des nerfs de la queue de cheval. Là, c'est une urgence extrême. Il faut faire rapidement une IRM afin pour préparer l'acte chirurgical pour lever la compression sur la racine nerveuse. Il faut rapidement lever la compression pour que ces troubles ne deviennent pas irréversibles. Est-ce que c'est clair? Très bien. Pour le diagnostic positif, donc, comme je vous ai dit, clinique, interrogatoire, examen clinique. Donc, on est devant une lombotiatique, je suis devant un sujet jeune. Si je suis devant des lombalgies chroniques avec notion de recrudescence à l'effort, c'est-à-dire, il vous dit, j'ai souvent mal au niveau lombaire, j'ai parfois des accès de douleur aiguë au niveau de lombaire, mais après avoir soulevé un objet, je sens une sensation de décharge électrique au niveau des membres inférieurs, avec toujours l'horaire mécanique. J'insiste, horaire mécanique, c'est-à-dire déclenché à l'effort, c'est de repos. Si j'ai une douleur nocturne ou un dérouillage matinal, ce n'est pas une lombosciatique commune. C'est dû à une cause inflammatoire, soit spondylarthrite, soit c'est infectieux, soit c'est tumoral. Et vous faites très attention,
Parce que, par exemple, personnellement, j'ai eu un patient qui a longtemps été suivi pour hernie discale. Hernie discale, c'est-à-dire qu'on l'a toujours étiqueté comme hernie discale. Pourtant, il est passé chez plusieurs médecins. Mais on ne s'est pas intéressé à l'horaire de la douleur. Pourtant, le patient, il disait, je n'arrive pas à dormir la nuit. Le matin, je suis complètement bloqué. Et pourtant, avec tout ça, et on l'a longtemps pris pour une hernie discale, finalement, c'était une spondylarthrite, il est arrivé au stade d'ankylose. C'est-à-dire arrivé au stade où on ne pouvait pas lui proposer grand-chose. Et ça, c'est très dommage. C'est vraiment, c'est-à-dire le patient, il a été condamné finalement, parce que l'interrogatoire n'a pas été fait correctement, parce qu'on n'a pas peut-être écouté, parce qu'on n'a pas fait attention, peut-être parce qu'on n'a pas aussi assisté au cours lombo-sciatique. Voilà. Donc, il faut faire très attention. Si j'ai des douleurs nocturnes, si j'ai un long dérouillage matinal, si j'ai une altération de l'état général ou fièvre, je ne suis pas devant une lombo-sciatique commune. Ça fait appeler une lombo-sciatique symptomatique. Vous n'avez pas à le prendre en charge, mais au moins adressez-le au spécialiste, c'est-à-dire au rhumatologue. Si vous avez une suspicion de lombo-sciatique symptomatique liée à une spondylarthrite ou une spondylodécite, il faut rapidement adresser le patient au rhumatologue. Voilà. Devant une lombo-sciatique commune, l'examen biologique, il est normal parce que c'est une pathologie mécanique. Quand on demande des radios, elles peuvent être normales, comme elles peuvent montrer des signes directs ou indirects. Bien sûr, les signes caractéristiques à votre examen clinique, c'est la notion d'impulsivité, c'est-à-dire le patient, il vous dit cette douleur, elle est accentuée lorsque je tousse ou lorsque j'éternue. Et quand vous examinez, vous avez trouvé une limitation du rachis, une raideur du rachis ou le signe de la ZEC qui est qui est un signe, par exemple, excusez-moi, qui est un signe très évocateur, le signe de la ZEC. Les diagnostics différentiels, c'est-à-dire éliminer toutes les autres causes, comme je vous ai dit, l'origine infectieuse, que ce soit spondylodécite banale ou BK, l'origine tumorale, maligne ou bénigne. Il faut éliminer les spondylarthrites. Il faut éliminer aussi les radiculagies d'origine générale. Il faut savoir que le diabète, le zona, l'herpès peuvent donner des radiculalgies aussi. Certaines radiculalgies qui ne sont pas des L5S1. On a aussi des cruralgies ou des névralgies, enfin des méralgies, c'est-à-dire l'atteinte du nerf crural ou l'atteinte du nerf fémoro-cutané. Le trajet, il est différent. Ce n'est pas le trajet L5, ce n'est pas le trajet S1. Le trajet dans la névralgie crurale, il est antérieur. Pour la méralgie paresthésique, le patient il va sentir une sensation de brûlure sur la face antéro-externe de la cuisse. Ça, c'est des diagnostics différentiels. C'est des radiculalgies, mais qui ne sont pas L5-S1. C'est des radiculalgies L4-L3 et c'est des radiculalgies du nerf fémoro-cutané. On a aussi les douleurs qui ne sont pas radiculaires. Comme je vous ai tout à l'heure expliqué, on peut prendre des coxopathies pour des douleurs radiculaires. La sacro-iléite, par exemple, qu'on rencontre dans la spondylarthrite, peut donner une sensation, une douleur au niveau de la fesse avec une irradiation au niveau de la cuisse. Pourtant, ce n'est pas une douleur radiculaire, c'est une douleur qui est due à une atteinte des sacro-iliaques. Donc, tout ça, vous allez l'éliminer à votre interrogatoire et à votre examen clinique. D'où l'importance d'examiner toujours les hanches lorsqu'on a une lomboradiculalgie. Ça, c'est le trajet de la cruralgie, comme je vous ai dit, il est antérieur. Et dans ce cas-là, on a le réflexe rotuléen qui est aboli. On a le signe de Léry, c'est-à-dire c'est le LASEG inversé. Le patient, il est en décubitus ventral, on essaye de surélever le membre inférieur vers le haut et ça déclenche la cruralgie. Et lorsqu'on fait le réflexe rotuléen, il est aboli. C'est un signe d'atteinte du nerf crural. La méralgie paresthésie, la méralgie, c'est une atteinte du nerf fémoro-cutané qu'on rencontre souvent chez le diabétique. Donc, il va se plaindre surtout de douleurs à type de brûlure au niveau de la face antéro-externe de la cuisse. Alors, est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? On va aborder maintenant le traitement. Est-ce que c'est clair? Oui, docteur, c'était clair. Très bien. Maintenant, on va parler du traitement. Dans le traitement, on a une partie, c'est le traitement symptomatique, l'autre partie, c'est le traitement étiologique. C'est-à-dire, on doit traiter symptomatiquement et lorsqu'il faut, dans certaines situations, on doit traiter l'étiologie. C'est-à-dire,
lever la compression. Le traitement fait appel à des traitements médicamenteux, c'est-à-dire pharmacologiques, ou des traitements non pharmacologiques. D'abord, il faut informer le malade. C'est très important. Et l'embolie c'est une infection fréquente. Il ne faut pas expliquer au patient, même avec un schéma sur une feuille, il faut lui expliquer c'est quoi un disque intervertébral, c'est quoi une vertèbre, c'est quoi la douleur, pourquoi il a mal en fait au niveau des membres inférieurs. Parce que le patient, parfois, il ne comprend pas. Il vous dit, j'ai mal au niveau des membres inférieurs et là, vous êtes en train de me parler de mon dos. C'est quoi le rapport? C'est important de leur expliquer. C'est important de leur expliquer parce que en connaissant la cause, en connaissant la physiopathologie, c'est-à-dire au moins schématiquement, ils vont pouvoir prendre leurs précautions. C'est-à-dire si vous allez lui dire, vous avez mal au niveau du membre inférieur parce que vous êtes en train de soulever des charges lourdes qui vont accentuer les pressions au niveau du rachis et qui vont entraîner une compression des nerfs, c'est ce qui est à l'origine des douleurs que vous avez au niveau des membres inférieurs, il va vous suivre. Mais si vous n'allez pas lui expliquer tout ça, il va pas vraiment, en fait, il ne va pas agir pour sa pathologie. Maintenant, il y a un nouveau concept qu'on a vous allez trouver dans toutes les spécialités, ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique. C'est-à-dire, on doit incriminer le patient dans sa prise en charge. Si on ne lui explique pas sa pathologie, on ne peut pas avoir une réponse à 100%. Il est très important d'expliquer au patient ce qu'il a comme pathologie. Parce que ça fait partie de 50% de la prise en charge, c'est que le patient soit au courant de ce qui lui arrive. C'est important. Donc, il faut expliquer au patient qu'il doit prendre des traitements d'une manière symptomatique. C'est-à-dire, les traitements qu'on va lui donner, ça va traiter un symptôme. C'est-à-dire, la douleur elle-même va régresser progressivement. C'est-à-dire, il faut le réconforter. C'est-à-dire qu'on va lui dire que le pronostic est bon. C'est-à-dire qu'il va guérir sans recours forcément à la chirurgie. Parce que la majorité des patients ont cette idée reçue. Tout pour les malades, c'est-à-dire que vous allez poser la question aux gens dans la rue, toute hernie discale, pour eux, toutes les hernies discales doivent être opérées. Donc, ce n'est pas le cas. Donc, il faut expliquer aux patients que la douleur peut disparaître avec traitement, même sans traitement, et que souvent, le pronostic est bon. Et qu'il y a certaines situations devant lesquelles on doit accéder au traitement chirurgical. Il faut toujours aussi lui expliquer qu'il s'agit surtout d'une hygiène de vie, c'est-à-dire l'éviction de port de charge lourde, de diminuer le poids, faire aussi des exercices, tout ça c'est important pour le soulager aussi sur le plan en dehors du traitement médical. Donc on passe au traitement médical. Premièrement, on préconise le repos. Mais le repos, le repos et lit doit être limité. C'est-à-dire, avant, on préconisait un repos strict au lit. Maintenant, on le préconise de moins en moins. On dit aux patients de se reposer, de ne pas porter de charge lourde, et ce repos doit être limité, c'est-à-dire pas durant une longue durée. On préconise aussi le port de lombosa, en fait, de ceinture lombaire rigide, pendant 4 à 6 semaines. Voilà. Et on propose des antalgiques. En fait, les antalgiques, c'est des paliers. On a le palier 1, palier 2 et palier 3. On va les voir tout à l'heure. On peut donner aussi des anti-inflammatoires non stéroïdiens si on n'a pas de contre-indication. C'est-à-dire, avant de prescrire un anti-inflammatoire non stéroïdien, il faut dire au patient, est-ce qu'il n'a pas un problème d'ulcère gastrique? Est-ce qu'il n'a pas un problème d'insuffisance rénale? Si vous avez un ulcère gastrique active ou une insuffisance rénale, pas de prescription d'anti-inflammatoire non stéroïdien. Comment on prescrit l'anti-inflammatoire? On donne une dose d'attaque pendant une courte durée, c'est-à-dire une semaine. Ensuite, on lui rajoute une dose d'entretien pendant une autre semaine. Donc, le traitement, c'est entre 10 à 15 jours. Et on explique au patient, c'est des traitements symptomatiques, c'est-à-dire s'il a mal, il les prend, s'il n'a pas mal, il ne les prend pas. On peut lui proposer aussi un décontracturant musculaire, c'est-à-dire les myorelaxants, comme le Midocalm qu'on a, mais on a d'autres aussi, le Myocède ou d'autres décontracturants musculaires. Il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'une douleur neuropathique, c'est-à-dire que c'est un nerf qui est touché. C'est une racine nerveuse qui est touchée. Donc, on peut proposer les traitements anti-épileptiques.
Donc, c'est le traitement contre des douleurs neuropathiques. C'est le cas de la prégabaline ou de la gabapentin, c'est la gabatresse, c'est les Il y a un traitement qui agit sur la douleur. C'est anti-épileptique, mais qui agit sur la douleur neuropathique. En fait, on ne les donne pas tout le temps, on les donne surtout lorsque la douleur passe à la chronicité. Si le patient, par exemple, souffre de dysarthrose avec une sciatalgie qui passe à la chronicité, on est en droit de mettre des antiépileptiques, c'est-à-dire des traitements qui agissent sur la douleur neuropathique. Et si on a un échec du traitement médical, on peut proposer une infiltration épidurale de corticoïdes. Généralement, elle est faite par des spécialistes, soit des médecins rhumatologues ou orthopédistes. Donc, grosso modo, on propose les antalgiques palier 1, c'est comme le paracétamol, les anti-inflammatoires, ça reste les antalgiques palier 1. Les antalgiques palier 2, c'est le paracétamol codéiné, c'est le tramadol, ou c'est la combinaison entre paracétamol et tramadol, c'est ce qu'on appelle le xamadol, c'est le palier 2. Le palier 3, les morphiniques, les opioïdes des morphiniques, on est amené à les prescrire pour les formes hyperalgiques. Donc, c'est une situation rare, ce n'est pas une situation fréquente. Mais généralement, on les donne en hospitalier. On ne donne pas le patient des morphiniques pour les prendre en ambulatoire. Donc, dans certaines situations aussi, on peut donner des corticoïdes, mais en courte durée. Il n'y a pas des corticoïdes en infiltration péridurale, mais des corticoïdes injectables. Mais bon, ça a été très discuté. Certains sont pour, d'autres sont contre. Mais ce qu'il faut retenir, même si vous donnez des corticoïdes, il faut faire attention pour les sujets diabétiques, pour les sujets hypertendus. Il faut faire attention aussi, il faut insister qu'il doit prendre en cure courte, c'est-à-dire 3-4 jours, pas plus. D'accord ? Alors, ça, c'est une image d'infiltration péridurale. Donc, comme on sait qu'il s'agit d'une hernie discale avec une irritation d'un nerf, donc on va infiltrer le corticoïde pour soulager ce nerf en quelque sorte. Parce qu'il y a une petite réaction inflammatoire qui est vraiment, vraiment locale. C'est-à-dire qu'il y a une compression nerveuse. En quelque sorte, on essaie de réduire cette compression en infiltrant des corticoïdes. Est-ce que vous avez des questions? La kinésithérapie, elle est très importante. La partie rééducation fonctionnelle dans le traumatisme, dans le traitement de l'ombosciatique, elle est très importante. Parce qu'en fait, le problème, c'est quoi? Il y a une irritation d'un nerf qui est due à une atteinte du disque intervertébral. Cette atteinte du disque intervertébral, si vous vous rappelez bien, les facteurs favorisants dont on a parlé tout à l'heure, c'était l'hyperlordose, c'était le surpoids, c'était aussi les microtraumatismes répétés. C'est-à-dire tout ça, afin de renforcer, il est important de renforcer les muscles paravertébraux pour qu'il n'y ait pas aggravation de l'atteinte du disque intervertébral. D'où la nécessité de faire en phase aiguë, c'est-à-dire lorsque le patient il est souffrant, on peut lui proposer une kinésithérapie à titre antalgique, c'est-à-dire des infrarouges et tout, la physiothérapie antalgique, c'est-à-dire on doit soulager le patient. Mais une fois qu'on passe la phase aiguë, c'est-à-dire quand on a soulagé le patient de ses douleurs, on passe à distance, c'est-à-dire quelques semaines ou un mois ou quelques mois après, on va appeler le patient pour faire des exercices de renforcement musculaire. On va lui apprendre aussi des techniques de verrouillage du rachis lombaire. On va préconiser aussi de faire de la balnéothérapie, de la natation, tout en insistant sur l'hygiène de vie, c'est-à-dire l'éviction de portes de charges lourdes et dans certaines situations, l'aménagement de postes de travail. Parce que, par exemple, si le patient il a comme exercice le port de charges lourdes, donc on va lui dire qu'il est important de changer de poste, parce que s'il continue à porter des charges lourdes, eh ben, il aura toujours des crises de lombosciatique. Ça l'expose à faire toujours des lombosciatiques. Ensuite, parfois, on est amené à passer la main au chirurgien dans les indications urgentes, comme les sciatiques hyperalgiques, c'est-à-dire un patient à qui on a donné des morphiniques, mais il est très souffrant. C'est-à-dire il continue d'avoir une lombosciatique hyperalgique. Là, c'est une urgence chirurgicale.
Si on a un syndrome de la queue de cheval, urgence chirurgicale. Si on a un déficit moteur, c'est une urgence chirurgicale. On doit lever la compression rapidement avant que les troubles deviennent irréversibles. Il y a aussi, en dehors de ça, c'est les situations urgentes. Parfois, il y a des situations qui ne sont pas urgentes. Lorsqu'on a un patient chez qui on a donné un traitement médical, on a préconisé, il a fait des séances de rééducation fonctionnelle, il a réduit son poids, il fait attention, il y a une bonne hygiène de vie, mais il est toujours souffrant. On a tout essayé, on a essayé tous les médicaments, on a essayé les infiltrations épidurales, il continue toujours à souffrir. Là, on peut toujours, on passe la main au chirurgien. C'est-à-dire qu'on a tout essayé. Là, en cas d'échec de traitement médical, on peut passer la main au chirurgien. C'est-à-dire on n'opère pas seulement les hernies discales compliquées. C'est-à-dire on n'opère pas seulement l'hyperalgie, le syndrome de la queue de cheval, lorsqu'on a un déficit moteur. Dans certaines situations, on peut opérer hors de l'urgence. C'est-à-dire on a traité médicalement, le patient a réduit son poids, il a fait de la rééducation. S'il continue à avoir toujours la douleur et qu'elle retentit sur son mode de vie, c'est-à-dire si elle est vraiment gênante, cette douleur, on passe la main au chirurgien. En fait, le chirurgien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire une disectomie, c'est-à-dire il va faire une ablation complète du disque ou une ablation d'une partie du disque. Il va faire aussi une laminectomie, c'est-à-dire il va enlever cette partie afin d'élargir le canal vertébral. Et généralement, on a une réponse immédiate, c'est-à-dire une guérison avec une reprise de la vie normale, d'une vie normale entre un mois à 3 mois. Donc, en résumé, le traitement, il fait appel à des traitements médicamenteux, de la rééducation fonctionnelle, et dans certaines situations, on est obligé de passer au traitement chirurgical. Alors, pourquoi la natation est-elle aussi importante dans le traitement? Pourquoi? Alors, dans la natation, il y a des mouvements, en fait, c'est le seul sport, c'est la seule activité sportive qui permet un renforcement des muscles du tronc, et surtout les muscles paravertébraux. Donc, et sans que ça soit agressif. On va renforcer les muscles paravertébraux, on va renforcer même les muscles du socle abdominal, ce qui va permettre le maintien du rachis en place. On va avoir moins de risques de faire d'hernie discale, on est moins exposé à faire une hernie discale lorsqu'on a des muscles paravertébraux bien renforcés, c'est-à-dire bien avec une bonne tonicité. Voilà. Lorsqu'on a un renforcement des muscles paravertébraux, on a de faibles chances de développer des hernies discales. Voilà. Des questions? En fait, si vous avez des questions, il faut les poser maintenant, parce que je pense que j'ai fait le tour de la question. Alors, soit en oral ou en écrit. Pas de quoi. Docteur, Oui. seulement pour la confirmation L5. Donc, L5, elle est responsable de la flexion dorsale. Oui, la flexion dorsale, c'est-à-dire de la marche sur le talon. L5, oui. Donc, qui connaît une attaque de L5, il marche sur les points des pieds. Exactement, c'est ce qu'on appelle un stépage. Mettez stépage avant sur YouTube. Mettez stépage, vous allez voir un patient comment il va marcher en stépage. Très bien. Et la S1, la flexion plantaire. Exactement, c'est ce qu'on appelle le talonnage. Donc, pardon, excusez-moi, c'est la marche, il est responsable de la marche sur la pointe des pieds. Lorsque la S1 elle est atteinte, il ne va pas pouvoir mettre le pied sur la pointe, donc il va marcher sur le talon, ce qu'on appelle le talonnage. Le talonnage. Merci, docteur. Il n'y a pas de souci. Alors, bon, vous pouvez envoyer oui, vous pouvez envoyer à vos autres, il n'y a pas de problème. Oui. Docteur. Oui. Il y a quelqu'un qui a... Pardon, Mariam. Il y a quelqu'un qui a enregistré la vidéo. Est-ce qu'il vous demande s'il peut la diffuser aux étudiants qui n'ont pas assisté ou pas? Oui, il peut la montrer, il n'y a pas de souci. Merci. Il n'y a pas de souci. Et vous avez toujours mon mail. Donc, si vous avez des questions ou quelque chose que vous n'avez pas compris, vous m'envoyez, d'accord? Juste envoyez-moi le cours en PowerPoint, l'email, si c'est possible. Bien sûr, je vais vous l'envoyer. Je vais vous l'envoyer. Des questions? Est-ce que c'était clair? Docteur, s'il vous plaît, j'ai une question. Oui, dites-moi.
Que suspecter devant une féssalgie? Alors, lorsqu'on a une féssalgie, c'est soit dû à une atteinte lombaire, soit dû à une atteinte des sacro-iliaques, soit c'est dû à une atteinte de la hanche. Comme je vous ai dit tout à l'heure, lorsqu'on a une douleur de la fesse, c'est soit les sacro-iliaques, c'est ce qu'on a en face de la fesse, c'est soit la hanche, parce qu'une douleur de la hanche peut se manifester soit par une douleur de l'aine, parfois on a des douleurs au niveau de la fesse, pour une atteinte de hanche. Et si on n'a rien au niveau des sacro-iliaques, rien au niveau de la fesse, il faut examiner le rachis et voir est-ce que ce n'est pas une radiculalgie. Donc, la douleur qui se situe dans la face postérieure de la cuisse, c'est pas une féssalgie. Non, féssalgie, c'est une douleur de la fesse. La face postérieure de la cuisse. Face postérieure de la cuisse, c'est une radiculalgie postérieure. On va dire radiculalgie postérieure. Si le trajet est radiculaire. Si le trajet n'est pas radiculaire, si ce n'est pas une sensation de masse électrique, on va dire douleur de la face postérieure de la cuisse. Si on a un trajet radiculaire, c'est-à-dire une sensation de masse électrique au niveau de la face postérieure de la cuisse, on va dire radiculalgie postérieure. Dans le cas où elle est associée à une douleur de la base du crâne, est-ce que... Il n'y a pas un rapport qui relie la base du crâne et la douleur postérieure de la cuisse. Non, il n'y a pas de rapport entre les deux. Ça doit être la douleur de la base du crâne peut être due à autre chose que la douleur de la face postérieure de la cuisse. Il ne doit pas y avoir quelque chose qui unit les deux. D'accord, merci. Il n'y a pas de souci. D'autres questions? Très bien. Alors, je vous remercie. J'espère que vous allez être plus présents au cours parce que il y a des séances qui sont présentielles, d'autres sur Zoom, donc essayez d'être au maximum présent, c'est important. D'accord? Très bien. Allez, bonne soirée. Merci, docteur. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.